Alors, bonsoir tout le monde, ceux qui sont ici avec nous dans la salle du conseil, à ceux qui nous écoutent à la maison. Notre séance du mois de décembre, donc on approche de Noël. D'ailleurs, toutes les activités offertes par la Ville de Victoriaville viennent tout juste d'être dévoilées. Je vous encourage à en profiter, chacun et chacune d'entre vous. Ce soir, vous avez pu le constater, on arbore le ruban blanc en soutien aux 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes qui se déroulent du 25 novembre au 6 décembre. 6 décembre qui représente le 35e anniversaire du drame de la Polytechnique également. Et Victoriaville est une ville alliée contre la violence conjugale, d'ailleurs avec l'organisme Volte-Face qui fait un travail exceptionnel sur notre territoire. On a ce soir aussi une célébration importante qu'on veut faire avec vous. C'est dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées qui aura lieu demain. Et ce soir, nous remettons les prix Victoriaville Ville inclusive 2024. La Ville de Victoriaville accorde, vous le savez, une grande importance à la création d'un milieu de vie inclusif pour tous les citoyennes et citoyens. Et afin de reconnaître et de célébrer les efforts inlassables de nos partenaires locaux en matière d'accessibilité des services sur notre territoire, nous sommes réunis ce soir pour la 18e édition des prix Victoriaville Ville inclusive. Et pour en faire la cérémonie, je cède la parole à Mme Chantal Moreau, conseillère, et M. Patrick Paulin, conseiller, également membre du comité consultatif de la politique d'accessibilité universelle de Victoriaville. À vous la parole. Alors, bonsoir à tous. Donc, pour une 18e année consécutive, la Ville de Victoriaville, en étroite collaboration avec le comité de politique d'accessibilité universelle, a le privilège de remettre ce soir ces prestigieux prix d'accessibilité. Cette distinction vise à concrètement saluer les initiatives exemplaires d'individus, d'entreprises, d'organismes du milieu qui contribuent à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Ce soir, nous aurons le privilège et le plaisir d'honorer 7 récipiendaires qui se sont démarqués par leur dévouement et leur engagement exceptionnel. J'invite donc maintenant mon collègue, Patrick Paulin, à prendre la parole et à présenter le prix d'excellence cette année. Merci Chantal. Bien chers tous, c'est vraiment un privilège de présenter le premier prix qui est le prix d'excellence Victoriaville, Ville inclusive. Et vous allez en convenir avec moi que le projet qui reçoit ce prix incarne les valeurs d'inclusion, les valeurs de coopération, de persévérance et de bienveillance qui sont chères à notre municipalité depuis la nuit des temps, mais particulièrement depuis 1999, l'adoption de la politique d'accessibilité universelle. Par ce prix prestigieux, nous venons mettre en lumière les actions inspirantes de notre communauté qui contribuent concrètement à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Ce projet, par son engagement et sa vision, est bien plus qu'un simple projet. C'est une aventure humaine où chaque pas a permis de briser des barrières, de dépasser des limites et de démontrer qu'ensemble, tout est possible. Leurs défis dépassent nos frontières, inspirant une véritable ouverture dans le monde et de dépassement de soi. Je vous demande d'accueillir les protagonistes de ce projet, récipiendaires de notre prix Excellence pour la Diagonale des Fous inclusifs, et j'appelle M. Frédéric Michaud, Mme Louise Desserre et Samuel Saucier. Hey Sam, ça va? Ouais. T'es encore en forme? Ouais. Oh, félicitations. On va le donner à Sam. On va le mettre comme ça. Une décoration. On va le baisser un peu pour pas que tu l'aies dans la face. On regarde ici. Je vais vous laisser le tenir, là. À mon tour. Parfait. Félicitations pour votre exploit. C'est vraiment exceptionnel. Bravo. Bravo à ceux qui l'ont accompagné. Oui. Ceux qui l'ont poussé. Merci. Salut. Merci, Mme Moreau. Bravo. Merci. Bravo. Maintenant, le prix présentation du prix ambassadeur. C'est avec une immense fierté que nous remettons aujourd'hui le prix ambassadeur Victoriaville Ville inclusive 2024 à un homme dont l'engagement a profondément marqué notre communauté, M. Yvon Brunel.
Cette distinction reconnaît les efforts exceptionnels d'une personnalité qui, année après année, a travaillé sans relâche pour soutenir les services destinés aux personnes en situation de handicap de notre région. Monsieur Brunel, votre implication de longue date au sein du regroupement d'organismes pour personnes handicapées, d'Handicap Action Autonomie Bois-Franc, et vos nombreuses heures consacrées au transport adapté avec Roulibus témoignent d'un dévouement exemplaire et d'une vision profondément humaine. Grâce à vos initiatives, vous avez permis à de nombreuses personnes de gagner en autonomie et de s'intégrer pleinement à notre société. Vous avez également contribué à la mise en place d'un service de transport adapté, durable, répondant aux besoins essentiels de notre communauté. Votre parcours incarne la détermination, le respect et une volonté indéflectible de placer l'humain au centre de vos actions. Vous êtes non seulement un ambassadeur de l'inclusion, mais aussi une source d'inspiration et de fierté pour Victoriaville. Au nom de la Ville de Victoriaville et de ses citoyens, nous vous exprimons notre plus profonde gratitude pour votre contribution extraordinaire. Monsieur Brunel, merci beaucoup. Merci. Félicitations, M. Brunel. Merci beaucoup. Photo. On va venir juste vers nous. Venez vers nous. Ah, OK. Ouais. Ben oui, c'est important, la photo. On regarde ici. Vous me regardez ici maintenant? Parfait. Félicitations. Merci beaucoup. Après ces deux prix Excellence et Ambassadeur, d'autres candidatures se sont également démarquées, ainsi que 5 mentions d'honneur. Vous le savez, chaque année, on souligne des projets inspirants, des organismes inspirants et des personnes inspirantes de notre communauté. La première mention d'honneur est remise à un organisme que j'aime beaucoup en plus, qui se démarque par son engagement exceptionnel envers l'intégration des personnes handicapées au travail. L'organisme, je vois la directrice et son équipe, le support que vous connaissez tous, le support à Victoriaville. Votre travail incarne les valeurs d'inclusion, de respect et de collaboration, en brisant les barrières des préjugés et en créant un environnement où chacun peut développer son plein potentiel. Vous ouvrez des portes qui changent des vies. Vous offrez aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme des opportunités uniques de croissance, de valorisation et d'épanouissement dans le milieu de travail. Vous leur permettez de se sentir pleinement reconnus et d'apporter une contribution significative à notre société. Je vous demande d'accueillir et de souligner l'implication de Mme Marie-Pierre Patry et son équipe, Diane Bourassa, Catherine Lallier et Cathy Provencher, pour l'organisme Le Support de Victoriaville. Vous deviez chanter en venant. Merci. On va le faire un quitter. Allez-y. On va faire un quitter. On regarde ici. À quoi t'es correct? Merci. La deuxième mention d'honneur est remise à une entreprise qui fait preuve d'un engagement exceptionnel envers l'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Et il s'agit de Autobus Robot. Depuis de nombreuses années, Autobus Robot se distingue par une approche client humaine et attentive. Votre écoute des besoins spécifiques, combinée à votre soutien pour les déplacements à l'extérieur et auprès d'équipements adaptés, comme les remorques pour aide à la mobilité, illustre parfaitement votre dévouement et votre sens de l'innovation au service de l'inclusion. Votre philosophie d'entreprise centrée sur l'humain et le professionnalisme bienveillant de votre personnel sont des forces inestimables. Vous démontrez chaque jour que des services accessibles et inclusifs peuvent transformer des vies et offrir à chacun l'autonomie et la mobilité nécessaires pour participer pleinement à la société. J'invite donc M. Pierre-Jean Bourassa à recevoir cette mention d'honneur. Félicitations.
Félicitations. Merci. Regardez ici. Merci beaucoup. Oui, bravo. Troisième mention d'honneur est remise à une entreprise qui se distingue par son engagement concret envers l'accessibilité et l'inclusion. Gestion immobilière BTO. Votre démarche proactive pour rendre accessible à la mobilité réduite les 4 commerces, Yuzu Sushi, Quentin Beauté, boutique Popavap et Peinture des Pots témoigne d'un profond respect pour les besoins de toutes et de tous. Cette attention particulière à l'accessibilité n'est pas seulement un geste d'ouverture, mais une véritable source d'inspiration pour d'autres commerçants et entreprises de notre région. Vous montrez que des actions concrètes peuvent faire une différence significative dans la vie des personnes en situation de handicap et favoriser une communauté où chacun peut participer pleinement. Monsieur Miguel Tousignan n'est malheureusement pas avec nous ce soir, mais cette mention d'honneur le sera remis plus tard. Alors félicitations et une bonne main d'applaudissements. La 4e mention d'honneur de cette année est remise à une organisation qui incarne un engagement exceptionnel envers le bien-être et l'autonomie des personnes en situation de handicap. Et il s'agit de la clinique Réhabilio. Votre disponibilité et votre approche personnalisée en ergothérapie font de vous une ressource inestimable pour une clientèle qui, bien souvent, n'a pas accès aux aides offertes par la RAMQ pour l'acquisition de fauteuils roulants et d'autres équipements adaptés. En offrant un service à domicile, vous faites preuve d'une écoute attentive et d'un soutien tout au long des démarches, permettant à vos clients de surmonter les obstacles et de retrouver une qualité de vie essentielle. Votre approche profondément humaine et votre accompagnement bienveillant sont des atouts précieux pour des personnes qui, sans vous, se retrouveraient souvent sans solution. J'invite donc Mme Sarah Gabrielle Savard et M. Frédéric Allard à recevoir cette mention d'honneur. Félicitations. Félicitations et merci. Cinquième et dernière mention d'honneur est remise à une organisation qui fait briller les valeurs d'inclusion et de créativité. Je peux même vous dire que notre maire les adore, il les a soulignés. Le Claratin Cadence pour la troupe des Amis d'Eliott. Votre engagement exceptionnel envers l'inclusion, notamment grâce à votre offre de danse adaptée, a permis à la troupe des Amis d'Eliott de s'épanouir pleinement et de rayonner non seulement dans notre communauté, mais bien au-delà. La patience et la créativité de vos professeurs, combinés à votre dévouement, ont offert à ces jeunes danseurs une expérience inoubliable, empreinte de joie, de fierté et de dépassement de soi. Votre travail est remarquable et une source d'inspiration pour nous tous. J'invite donc Mesdames Anne-Sophie Desharnais, Ophélie Houle et Ariane Bellemare à recevoir cette distinction. C'est moi qui le Bravo. Merci, félicitations. Je vais laisser M. le maire vous la remettre. Voilà. Merci beaucoup. Il y en a un autre là-bas. Il y a une autre photo là-bas. Il y a une photo là-bas. Il y a une photo là-bas. Félicitations. Conclusion, Chantal? Bien, 2024 a été encore une année généreuse à bien des niveaux. Tout à fait. Et on espère que ça va inspirer toutes les organisations et tous les individus de Victoriaville à continuer de faire de notre communauté une ville inclusive, bienveillante, où chaque citoyen, quelle que soit sa condition et sa situation, peut s'épanouir pleinement. Tout à fait. Alors, toutes nos Rendez-vous l'année félicitations à prochaine. nos récipiendaires. Et oui, à l'année prochaine. Bravo. On va prendre une photo de groupe. Oui. Peut-être vous avancez, puis Groupez-vous, rentrez un dans groupez-vous. l'autre là, pour la photo. Là. Diane passe devant le maire.
Monsieur Brunel, non, Monsieur Brunel, en tout cas, Faut pas avoir peur, il faut lui dire, la notaire. Non, c'est bon. Je vais y aller. Bon, on va le laisser rentrer là, OK. C'est très militaire, ça. Vraiment prendre ta place ensuite. On regarde ici, tout le monde. 3, 2, 1. À mon tour, regardez ici, s'il vous plaît, encore une fois. Parfait. Bravo à tous. Ah, bravo à tous. Salut, Beauté. Dis-moi, est-ce que C'est ça quoi? Alors, sur cette belle séance de reconnaissance, entamons maintenant notre séance publique pour ce soir. Madame la greffière, est-ce qu'il y avait des points à ajouter à l'ordre du jour? Oui, donc il y a 2 suspensions d'employés et un bail à intervenir concernant le local situé au 10 rue de l'Exposition. Parfait. Est-ce que c'était correct pour tout le monde? Michael Provencher, Chantal Moreau. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2024. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc il s'agit d'une obligation annuelle à être déposée à la séance de décembre. Merveilleux. Dépôt des certificats d'enregistrement de divers règlements d'emprunt. Donc les journées d'enregistrement ont déjà eu lieu, donc les règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Parfait. Dépôt du registre des déclarations de dons en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc aucune déclaration ne figure au registre. Parfait. Proclamation de la Journée internationale des personnes handicapées qui sera faite par Chantal Moreau. Oui, j'y arrive. Donnez-moi quelques secondes, sinon ça ne fonctionne pas. C'est des problèmes d'ordinateur. Patrick? Désolé, Patrick. Sur l'autre point, Ça ça répond sent pas. rien. Moi aussi, ça gèle. Bon, ben dans ce cas-ci, je vais le faire. Alors, elle est toute simple en plus. Attendu que la Journée internationale des personnes handicapées aura lieu le 3 décembre 2024. On vient d'ailleurs de souligner à grands traits l'implication d'organismes de notre milieu. Il est résolu de proclamer le mardi 3 décembre 2024 comme étant la Journée internationale des personnes handicapées et d'inviter les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes handicapées, qu'elles soient jeunes, adultes ou âgées, soient incluses et respectées dans leur milieu de vie. Chantal en fait la proposition. Patrick Paulin, seconde. Liste des comptes pour le mois de novembre 2024 totalisant 24 890 065 $. Ça allait pour tout le monde. Alexandre Côté, Caroline Pilon. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la municipalité. Il s'agit d'une résolution pour autoriser les dépenses pour le projet de la Serre Plus, d'augmenter la dépense pour le projet de réaménagement de l'intersection Père-Lebel, Grégoire et Campagna, une autorisation d'augmenter la dépense pour le règlement de voirie de 2024, une augmentation de la dépense pour l'avant-projet de l'agrandissement de la caserne et assujettissement administratif pour transférer des économies réalisées sur des projets qui seront fermés dans les états financiers pour 2024. James Casey, Michael Provencher. Autorisation de dépenses en vue de l'entretien et du soutien des applications des logiciels Unicité, Méga Eval et Territoire. Il s'agit de contrats annuels d'entretien et de soutien des applications de la firme PG Solutions pour le service des finances pour un montant de 193 438 $ taxes non incluses, pour la division de la cour municipale pour 21 860
taxes non incluses, et pour les besoins de la division de l'urbanisme au coût de 25 635 taxes non incluses. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Modification a été apportée à un règlement d'emprunt. Donc, le conseil municipal désire diminuer les dépenses autorisées au règlement d'emprunt en retirant le financement par fonds de roulement ainsi qu'en modifiant la résolution qui est déjà intervenue dans ce règlement afin de supprimer l'emprunt remboursable en 3 ans au montant de 26 000 à même le fonds de roulement. C'est en lien avec les travaux de reconstruction de la rue Levasseur entre le boulevard Boisfranc et la rue Saint-Denis. Marc Morin, Chantal Moreau. Demande d'aide financière de soutien aux organismes admis à la reconnaissance municipale. Donc, il s'agit de la demande formulée par la Joujouthèque des Bois-Francs et des demandes d'aide financière pour la régularisation des soutiens sans entente. En raison d'un potentiel conflit d'intérêt, je vais me retirer du vote, monsieur le maire. Parfait. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Demande d'aide financière pour divers organismes venant en aide aux personnes en situation de handicap. Il s'agit d'accorder une aide financière aux organismes partenaires mentionnés dans le document joint à la résolution. Parfait. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Demande d'aide financière concernant l'événement VictoFest 2025. Il s'agit d'accorder une avance à VictoFest pour l'événement de 2025. Yannick Fréchette, Marc Morin. Monsieur le maire, en Oui. raison d'un potentiel, je vais me retirer du vote. Oui, on va le noter. Participation financière au projet d'embellissement d'un parc-école du Centre de services scolaires des Bois-Francs. Donc, il s'agit d'un montant de 15 000 qui était prévu pour l'embellissement de l'école Saint-David. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Aide financière à destination entreprise en vue de la réalisation du plan de promotion Destination Victoriaville. Il s'agit de verser à la MRC d'Arthabasca pour destination entreprise une aide financière de 125 000 pour l'année 2024. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Demande d'aide financière à être formulée auprès d'Arbre Canada dans le cadre du programme Opération Renouvert. Il s'agit d'un programme de subvention visant à restaurer des zones qui ont subi des pertes d'arbres importantes à la suite d'un événement naturel. Chantal Moreau, Michael Provencher. Demande d'aide financière à être formulée auprès d'Arbre Canada dans le cadre du programme Subvention d'arbres communautaires, volet Communauté formidable. Il s'agit d'un programme qui encourage et soutient les projets de plantation d'arbres dans les collectivités en vue d'apporter des bienfaits durables là où les gens vivent, travaillent et se divertissent. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Annulation de l'appel d'offres concernant les services professionnels de production, d'opération et de communication dans le cadre du Forum de développement durable 2025. Donc, il y a lieu d'annuler l'appel d'offres sur invitation concernant ces services professionnels. Chantal Moreau, James Casey. Résiliation d'une partie du contrat octroyé dans le cadre des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie dans le secteur de la rue Cormier. Donc, c'est de le résilier, tout simplement. Marc Morin, Yannick Fréchette. Embauche d'une personne au poste permanent temps partiel préposé à la bibliothèque. Il s'agit de Mme Anne Gauthier. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Nomination au poste directeur au sein du service de la gestion du territoire. Il s'agit de la nomination de M. Jean Demers rétroactivement au 5 novembre 2024. Michael Provencher, Chantal Moreau. Et on est tous excessivement fiers ce soir de confirmer Jean Demers dans le poste de directeur. Lui qui est en fonction à la Ville de Victoriaville depuis maintenant 35 ans. Donc, on peut dire que c'est un directeur d'expérience qui saura, j'en suis persuadé, mener de main de maître le département suite au départ de Jean-François Morissette pour la Ville de Sherbrooke. Donc, on souhaite à Jean la meilleure des chances. Puis, Jean aura également la responsabilité de préparer le département pour son propre départ à la retraite à lui. Mais on a la chance de pouvoir compter sur ses services pour encore quelques années. On a l'intention d'en bénéficier parce qu'on a, comme vous le savez, plusieurs projets importants à Victoriaville en lien avec l'urbanisation de la ville. Donc, félicitations, Jean. Embauche d'une personne au poste professionnel de conseillère en urbanisme. Il s'agit de Mme Kelly Bouchard. Yannick Fréchette, James Casey.
Statut de permanence d'un employé cadre au poste de coordonnateur secteur eau potable. Il s'agit de M. Patrick Gamache. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Abolition d'un poste permanent régulier d'adjointe administrative. Donc, il s'agit d'un poste au sein du service de la sécurité incendie. Michael Provencher, James Casey. Convention collective intervenue entre la Ville de Victoriaville et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Victoriaville, SCFP, section locale 5493. Donc, il s'agit d'en entériner la signature. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Puis par le fait même, je veux en profiter pour dire à nos employés de la Ville de Victoriaville que tout le conseil municipal est excessivement fier de cette entente-là, heureux aussi de conclure une entente de 8 ans, dont 3 ans sont déjà écoulés. Et pour les gens qui nous écoutent à la maison, depuis notre entrée en fonction, on a toujours tenté d'avoir des ententes qui mettaient au minimum 2 %, au maximum 3 % les augmentations, quelles qu'elles soient, dans les différentes négociations qu'on a faites. Et c'est en fait ce qu'on a réussi à conclure avec nos employés. Donc, une entente significative qui vient aussi reconnaître le travail exceptionnel que font nos employés à Victoriaville pour qu'on soit en mesure d'avoir une ville qui est aussi belle, certes, mais aussi une ville qui offre des services directs à la population en quantité nombreuse et dont la majorité des citoyens sont très fiers. Donc, nous également, on est très fiers de nos employés puis on est content de s'être entendu avec eux. Avis de motion à être donné d'un règlement remplaçant le règlement 1390-2021 concernant la politique de prêt et de référence des bibliothèques municipales. Donc, il s'agit d'un règlement qui vient modifier divers éléments dans le règlement sur les bibliothèques, dont l'élimination des frais de retard et l'émission des constats d'infraction qui seront retirés, la modification des catégories d'abonnements, l'ajout du privilège de permettre aux employés permanents de la Ville d'avoir accès aux services de la bibliothèque gratuitement, l'ajout du privilège de permettre aux propriétaires d'entreprises implantées sur le territoire de la Ville de Victoriaville ainsi que leurs familles immédiates d'avoir accès aux services de bibliothèque gratuitement, l'ajout de la possibilité d'autoriser un tiers à récupérer des documents, modification quant au code de conduite et sanctions en cas de non-respect, et l'augmentation du nombre maximum de documents empruntés. Alexandre Côté. Avis de motion à être donné pour un règlement concernant le programme de transition énergétique des industries, commerces et institutions. Il s'agit de modifications visant la gestion du programme. Caroline Pilon. Adoption d'un règlement pour le programme d'aide financière pour la rectification des raccordements inversés. Donc, un avis de motion avait été donné à la séance du 4 novembre 2024. Marc Morin, Yannick Fréchette. Adoption d'un règlement concernant le stationnement, la sécurité et l'usage des voies publiques et des véhicules routiers. Donc, il s'agit de l'ajout de passages piétons et de sens unique et des modifications aux vignettes de stationnement. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le conseil municipal accorde les demandes suivantes. Le 58-70 rue Notre-Dame-Ouest pour le remplacement de portes et fenêtres. 595 rue Gamache pour la modification des matériaux de revêtement extérieur. Pour le 109 rue Saint-Louis pour une thermopompe. Le 381 boulevard des Bois-Francs-Nord pour une opération d'ensemble. 69 à 71 rue Notre-Dame-Est pour l'installation d'une enseigne sur le mur arrière donnant sur le stationnement Desjardins. 19 rue Notre-Dame-Ouest pour modifier l'enseigne détachée existante. 103 à 107 rue Saint-Jean-Baptiste pour remplacer le message d'une des enseignes pour le 107 rue Saint-Jean-Baptiste. 18 rue Saint-Philippe pour des rénovations extérieures. 5 rue des Éboulis pour la démolition du bâtiment principal, 309 rue Notre-Dame-Est pour le remplacement de la toiture, remplacer la tôle de la toiture par une tôle à baguette et ajout de gouttière, pour le 1071 rue Notre-Dame-Ouest pour un bâtiment à 3 étages et de plus de 6 logements pour la modification de la façade avant et aménagement de terrain, pour le 11 à 17 rue Piché pour l'agrandissement en hauteur,
80 à 86 Notre-Dame-Ouest pour reconstruire la galerie et un escalier en cour latérale droite, 61 à 67 rue Romulus pour le stationnement et des escaliers, et le conseil municipal refuse la demande suivante, soit pour le 309 rue Notre-Dame-Est pour le remplacement des colonnes. Parfait. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Adoption d'une résolution concernant un projet particulier d'urbanisme pour un immeuble situé au 660 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, il s'agit d'un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble situé au 660 rue Notre-Dame-Ouest un commerce de vente de machinerie agricole et industrielle. Donc, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue, la résolution est adoptée. James Casey. Yannick Fréchette. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Curé-Suzor. Il s'agit d'une interdiction en tout temps sur une partie de cette rue aux endroits suivants. Donc, du côté pair, à partir de la rue Girouard en direction de la rue Martin, sur une distance d'environ 200 mètres, et côté impair, à partir de la rue Girouard en direction de la rue Martin, sur une distance d'environ 170 mètres. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Piché. Donc, il s'agit de l'interdire en tout temps côté pair à partir de la rue Gagné en direction du boulevard Jutras-Est sur une distance d'environ 40 mètres. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Désignation de la rue du Docteur Langelier. Donc, attendu, les rues du secteur ont pour thématique de désigner des noms de personnes, attendu que la banque de toponymes figure le nom du docteur Léon-Philippe Langelier, fondateur du département de radiologie de l'Hôtel-Dieu, attendu que le nom du docteur Léon-Philippe Langelier serait significatif pour la rue à désigner, puisque celui-ci a habité dans le secteur Arthabasca, entre autres sur la rue Jacques-Gérard, attendu que le nom Léon-Philippe Langelier est très long, et pour un nom de rue, et que Docteur Langelier est un nom d'usage connu du personnage, qui est moins long et que son nom complet, mais qui permet de le reconnaître. En conséquence, il y a lieu d'approuver la recommandation du comité de toponymie de manière à attribuer le toponyme rue Docteur Langelier. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Demande d'autorisation formulée par la Sécurité alimentaire pour faire de la sollicitation sur la voie publique dans le cadre de la Grande Guignolée de Noël. Donc, il s'agit d'autoriser la Sécurité alimentaire à faire la sollicitation sur la voie publique dans le cadre de la Grande Guignolée de Noël qui aura lieu le 5 décembre 2024 de 9h à 20h aux endroits suivants. Sur la rue de Bigarré, à l'intersection des rues de l'Ermitage et Perrault, sur le boulevard Jutras-Est, à la hauteur du stationnement du Colisée Desjardins, sur le boulevard Jutras-Ouest, à la hauteur de la rue Lambert. C'est ce jeudi que ça a lieu. L'organisme vise 150 000 en collecte cette année, donc on invite toute la population à être très généreuse. Puis l'équipe de la ville, composée d'élus et de membres du personnel, sera au coin de Bigarré de Perrault jeudi en soirée, si vous voulez passer à cette intersection-là. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Nomination de 2 membres au sein du Conseil de l'Ordre victorien. Il s'agit de procéder à la nomination de Mme Danielle Croteau et de M. Christian Reyes. Parfait. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au 31 rue Lactantia. Il s'agit d'une demande de l'organisme le Centre de stimulation L'Envol. Chantal Moreau, Michael Provencher. Entente à intervenir pour l'attribution par la MRC d'Arthabasca d'une aide financière pour les Jeux du Québec hiver 2028. Il s'agit d'en autoriser la signature. Chantal Moreau, James Casey. Entente de partenariat à intervenir dans le cadre du projet pilote La Serre Plus concernant le surcyclage des eaux usées industrielles. Il s'agit également d'en autoriser la signature. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Renouvellement de l'entente de développement culturel pour 2025-2027.
Donc, il s'agit d'autoriser Mme Danielle Croteau, coordonnatrice Art et Culture, à déposer une demande au gouvernement du Québec pour une entente de développement culturel pour les années 2025, 2026 et 2027, d'identifier et de réaliser les actions qui y seront inscrites en harmonie avec les objectifs du plan d'action de Victoriaville en matière de développement culturel. James Casey, Chantal Moreau. Adoption de la démarche en gestion des actifs municipaux en eau. Donc, il s'agit que la Ville de Victoriaville s'engage à élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau, un plan de gestion, le A me revient plus, des actifs en eau. Donc, afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux et de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 31 décembre 2026 le sommaire de ce plan ainsi que les informations requises pour ce dernier. Parfait. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Suspension d'un employé. Ça va? Chantal Moreau, Michael Provencher. Suspension d'un autre employé. James Casey, Yannick Fréchette. Ça va, Marc? Bail à intervenir avec la compagnie 94 18 50 30 Québec Inc., qui est plus spécifiquement le Local Skate Park au 10 rue de l'Exposition. Donc, il s'agit d'approuver le bail et d'en autoriser la signature. Alexandre Côté, Patrick Paulin. Intervention des membres du conseil. On ne peut pas passer à côté d'inviter la population à participer à notre défilé de Noël. Hein, notre défilé de Noël s'en vient, samedi le 14 décembre dès 16h. Alors, on invite la population nombreuse à venir célébrer avec nous, encore une fois, ce bel événement. En effet, belle journée en perspective. Ça allait pour les interventions. On serait rendu à la période des questions. Donc, je vous rappelle que la période de questions, les questions ont une durée de 3 minutes et la durée maximale est de 45 minutes. Donc, Madame Marion, je ne vois pas le maire. Okay. Désolée. Moi, j'ai une question toute simple sur... je sais qu'il y a pas mal d'immeubles qui vont être construits sur la rue Notre-Dame-Ouest. Et là, je me posais la question, je crois qu'il y a 84 logements, là où il y avait l'ancien magasin de lumière. Il y a 2 autres bâtiments qui sont en cours de construction. Il y a une autre pancarte pour un terrain pour du résidentiel. Il y a Brûlé, là, qui va être peut-être un beau potentiel aussi. Et là, je me demandais, c'est quoi les études d'impact sur la qualité de vie des résidents du quartier ? Parce que je me dis, c'est à peu près 1,5 voiture par appartement, au bas mot. Donc, ça fait beaucoup de trafic. Si on est à plus de 100 logements, ça fait beaucoup de trafic sur cette portion de route. Puis là, je m'inquiète un petit peu aussi pour les écoles, les bassins de population et tout ça. Donc, je voudrais vraiment savoir ce qui a été pris en compte pour la qualité de vie, l'évaluation de la qualité de vie et l'impact là-dessus pour tous les résidents du quartier. D'accord. Merci pour votre question. En fait, il y a quelques années, toute une étude d'urbanisation de la ville de Victoriaville et d'identification de différents secteurs qui étaient plus propices au développement résidentiel. Puis toute la portion de Notre-Dame-Ouest a été identifiée comme étant une des artères qui pouvait accueillir davantage de logements. Puis il y a même eu des efforts de la ville pour encourager certains commerces à se relocaliser dans des artères plus commerciales pour permettre à davantage d'unités d'habitation d'être construites. Donc, à l'époque, quand ce travail-là a été fait, il y a plusieurs choses qui ont été prises en considération, mais entre autres le fait que Notre-Dame, c'est une artère quand même principale à Victoriaville. Vous mentionnez l'impact dans les quartiers, mais l'ensemble des projets qui ont été acceptés ont tous pignon sur rue sur la rue Notre-Dame. Et pour la plupart, les sorties charretières sont également sur Notre-Dame. Donc, je ne pense pas que ça va occasionner davantage de trafic
dans les quartiers résidentiels. Non, mais sur Notre-Dame, je parle. Sur Notre-Dame, ça va être infernal. Certainement, mais il va y avoir davantage de trafic, mais les analyses qui ont été faites à l'époque démontraient que cette artère-là était capable de prendre une densité plus importante. Mais c'est ça. Mais la qualité de vie des gens qui vivent là, la poussière, le bruit, c'est beaucoup de voitures en plus. Là, je parle juste des voitures. On va juste prendre ça en compte. Ouais. Même pas les bassins de population pour les écoles et tout ça. Enfin, moi, je trouve ça un petit peu inquiétant. Je me dis que Victo, c'est grand, on peut peut-être étaler plutôt que de concentrer tout sur une... En même temps, vous avez des représentants ici d'un autre secteur de la ville qui préfèrent qu'on n'aille pas dans ce secteur-là. Mais je les comprends très bien en même temps. Donc, à un moment donné, il y a des places qui sont propices, surtout quand c'est sur des artères principales. Donc, l'impact est moins important que si on allait directement dans un quartier résidentiel. Donc, Notre-Dame, Bois-Franc, c'est tous des rues qui ont été identifiées comme étant des rues qui pouvaient accueillir des projets de densification. Oui, mais il faudrait peut-être penser à la qualité de vie. Victo, c'est une belle ville. Quand il y aura trop de monde, trop d'habitations, notre qualité de vie va vraiment beaucoup baisser. C'est votre opinion. En même temps, il y a des gens qui ont besoin de logement, puis il faut, comme ville, trouver des façons de les loger quelque part. Puis il n'y a pas de places qui sont parfaites. À chaque fois qu'il y a un développement dans un secteur de la ville, ça vient avec des impacts sur les résidents qui habitaient ce secteur-là. Mais on tente par tous les moyens avec les équipes de faire le développement de façon harmonieuse autant que possible, mais on est conscient que ça amène d'autres problématiques parfois. Parce que là, moi, ce que j'en comprends, c'est que pour un développement, pour des ambitions politiques, économiques, personnelles, peu importe... Je vous rassure, ce n'est pas pour des ambitions politiques. On préfère sacrifier la qualité de vie, en fait. De la population. Vous irez voir les gens qui n'ont pas de logement, puis eux espèrent qu'ils s'en construisent. Je pense qu'il faut un juste milieu. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. C'est noté, merci. Claude Cloutier. Bonjour, messieurs. Moi, c'est un peu sur le même sujet. Je me dis, à Victoriaville, on a un plan d'urbanisme, mais il n'est pas respecté parce qu'à chaque fois, vous changez les règlements. Comme moi, j'étais sur la rue Piché à un moment donné. Il n'y avait pas de bloc en arrière de chez nous. Puis là, Courtois, il m'a claqué un 4 étages. Je suis revenu de mes vacances. J'ai vu que ça avait été accepté par la ville. Fait que là, il avait vu sur ma piscine. Puis je pense que tu n'aurais pas aimé ça d'avoir un 4 logements en arrière de chez vous. Tu comprends? Puis ça arrive dans plein de quartiers. Là. Il y a de mes amis qui étaient sur une petite rue pas loin de l'hôpital. Courtois, je pense qu'il voulait faire un 4 étages en arrière de chez eux, mais là, ils l'ont ramené à 2 étages. Ils ont respecté le plan d'urbanisme, mais il faut toujours se défendre sur ces projets-là, tu comprends? Fait que moi, je pense qu'on devrait faire comme à Montréal, comme à Grande Place, là, les centres d'achat, ils ne marchent plus. Fait que moi, je ferais un 10 étages là, puis ça leur amènerait des clients en plus, tu comprends? Mais il faut vraiment avoir une vision à long terme, sinon ça va ressembler à Drummondville, tu vas avoir un foyer de vieux à côté d'un bungalow, tu sais, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, moi, si on paye du monde pour faire un plan d'urbanisme, il faudrait quelque part le respecter. Sinon, mets-le dehors, puis on va sauver 200-300 000 par année, tu comprends? Là? Ouais. C'est ça l'affaire. Là. Si toi, tu veux décider, OK, tel projet est accepté dans tel coin, tu sais, c'est un peu comme la Sablière, là, tu sais. Là, tu fais ça sur le bord de la rivière, mais là, c'est inondable. Moi, je marche là tous les jours. Je le vois qu'au printemps, tu sais, les glaces, ils débordent, puis il n'y a pas de place pour faire 300 logements là, c'est incroyable, là. En tout cas, je ne sais pas comment tu vas réussir ça. Puis en plus, avec les remblais qu'ils envoient là, je serais bien curieux de voir s'il n'y a pas des terrains contaminés qui ont été déversés là parce qu'il n'y avait aucune surveillance, puis les camions, ils rentraient à tour de bras là-dedans. Fait que moi, je t'envoie un in de même, mais c'est ça. Il y en a d'autres qui ont d'autres questions peut-être plus pointues, là, mais... Bien, votre question, c'est par rapport au plan d'urbanisme. Au plan d'urbanisme qui n'est pas respecté. Moi, je trouve que c'est ça parce que dans plein de quartiers... Au bas mot, là, actuellement, la ville de Victoriaville a un taux d'inoccupation de 0,5 %, ce qui veut dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'habitations disponibles pour les gens qui cherchent une place pour habiter. C'est un phénomène qu'on voit partout au Québec. Pour avoir un équilibre entre l'offre et la demande, on vise 3 %. Pour atteindre 3 % Victoriaville, demain matin, ça prendrait 800 unités d'habitation supplémentaires. Donc, on se doit de permettre à des logements de voir le jour, parfois avec certains inconvénients sur les secteurs, les quartiers existants.
Vous parlez des centres commerciaux, là, on a en fait du démarchage avec les 2 propriétaires de centres d'achat, c'est 2 propriétaires différents. On a un projet qui est en travail, je crois, pour le centre d'achat qui est devant le cégep. Donc oui, ce propriétaire de centre d'achat-là a dans ses cartons de construire de l'habitation. Dans nos pourparlers avec eux, quand il est question d'une place comme celle-là, on dit, en effet, vous voulez monter en étage, allez-y, c'est un site qui est propice à ça. En même temps, c'est pas nous qui décidons où les projets se font et où les promoteurs acquièrent des terrains puis décident de construire. Donc, à partir de là, on travaille avec nos équipes pour avoir le moins d'impact possible sur les résidents du secteur. Parfois, c'est en demandant une escalade des étages. Donc, tu vas voir 4 étages sur le bord de l'artère principale, puis ça va baisser à 3 plus proche du quartier pour que, justement, la personne qui habite dans le quartier n'ait pas un 4 étages, mais un 3. Il y a différentes techniques qui sont utilisées par nos équipes là, pour amoindrir l'impact. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un impact, puis ça, bien, on en est conscient, puis ça fait partie de la nouvelle réalité dans laquelle on se doit d'opérer. Historiquement, la ville se développait à coup de dézonage agricole, puis on pouvait faire des quartiers, puis on évitait de cette façon-là de devoir construire des unités en hauteur. Maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. C'est pas nous qui avons décidé de ces règles-là. C'est le ministère des Affaires municipales, puis c'est le resserrement des règles en lien avec la protection du territoire agricole. Donc là, on est circonscrit dans notre périmètre urbain, puis on doit autoriser et construire beaucoup d'habitations pour répondre aux besoins à l'intérieur de notre périmètre existant. Donc là, on y va un peu comme je vous l'ai mentionné avec les analyses de nos équipes sur les artères principales en se disant, bien, c'est des artères principales. On sait déjà d'emblée que c'est des artères qui sont là pour accueillir une plus grande densité. Puis par le fait même, bien, ça a moins d'impact sur les quartiers résidentiels avoisinants. Mais c'est sûr que celui qui est juste à côté dans le quartier résidentiel, bien là, lui, il y a possibilité qu'il y ait un bâtiment qui se lève en face de chez eux. On essaie d'amoindrir ça, mais si on fait juste 2 étages au lieu de 4, bien, on crée 12 logements au lieu de 24, puis en ce moment, il en manque 700. Fait que, des fois, on permet qu'ils s'en construisent davantage, sachant que ça peut avoir un impact sur les résidents limitrophes. Là. Puis pour en revenir à la Sablière, là, il n'y a pas eu de... Bien, comment je pourrais dire ça? Le gouvernement du Québec supposé faire un rapport hydrologique pour les inondations, là. Mais il n'est pas fait pour Victoriaville, je pense. En tout cas, c'est ce que j'ai su la semaine passée. Hein. Fait que là, t'es pas mieux d'attendre d'avoir ce rapport-là avant de permettre de construire dans ce coin-là? Bien, en fait, advenant que les zones inondables là, auxquelles vous faites référence changent suite aux nouvelles orientations du ministère, s'il y avait une portion de construction qui était prévue dans ces zones-là, il n'y aura pas le droit de construire. Là. Donc, ça n'empêche pas. Là. C'est sûr que les règles du ministère vont être applicables à quelconque projet voyait le jour sur le site de la Sablière. Parce qu'à Montréal, ils ont bien des problèmes, en tout cas, pour s'assurer, ceux qui sont proches du fleuve, là, parce qu'ils ont tous changé les zones. Fait que ça, ça pourrait être une problématique qui pourrait arriver là aussi. Là. En tout cas, moi, je pense que j'attendrai pour voir. C'était ma question. Julie Morin. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je reviens justement de la Sablière. C'est un lieu un peu sacré pour moi, comme quelque chose d'important. Et puis, je me demandais, pour ne pas se retrouver peut-être dans une même situation aussi complexe, est-ce qu'il y a des milieux que vous considérez des milieux naturels ici à Victoriaville qu'on devrait protéger, que ça s'appelle ça, on ne touche pas à ça? Est-ce que vous voyez un endroit à Victoriaville qui mériterait ce respect-là? Bien, il y en a plusieurs, en fait. Puis l'année dernière, on a fait une annonce conjointe avec l'organisme Nature Avenir, qui est un organisme de protection de la biodiversité, où on est venu justement donner des servitudes à cet organisme-là, des servitudes à perpétuité,
pour nous assurer que jamais il y aurait de développement qui se ferait sur ces milieux naturels-là. Savez-vous c'est lesquels? Où sont-ils? Bien, vous pouvez voir sur le site de la ville de Victoriaville, là, vous avez le recensement de chacune des parcelles de terrain qui ont été protégées. Le boisé des Frères Sacré-Cœur, entre autres, en fait partie. La sablière à laquelle vous faites référence, elle ne nous appartient pas à la ville de Victoriaville. C'est un propriétaire privé qui la possède. Je comprends que vous avez un lien d'attachement envers la sablière, mais il faut dire qu'en ce moment, vous avez un lien d'attachement envers un espace qui est propriété de quelqu'un d'autre. Nous, ce qu'on travaille dans ce dossier-là, c'est de couper la poire en deux, si on veut, puis d'avoir une portion de la sablière qui va revenir à la ville et dont on va pouvoir en faire la protection, autant au niveau de la biodiversité que la remise en valeur du site. Donc, c'est de cette façon-là qu'on travaille ce dossier-là depuis le début, mais des lieux, naturels à Victoriaville, il y en a plusieurs. Puis... Ah, j'aimerais vraiment les connaître. Bien, écoutez, madame, je viens de vous le dire, ils sont tous référencés sur le site de la ville. Non, mais on est capable de le dire, la Terre des Jeunes, on est OK, y a-t-il d'autres endroits qu'on veut garder intacts? Il y en a plein, puis notre objectif, c'est toujours de l'augmenter. Puis notre façon de faire à Victoriaville pour augmenter le nombre d'aires protégées, bien, c'est de travailler avec des propriétaires de terrain qu'on juge avoir une valeur environnementale plus importante pour qu'ils nous cèdent ces terrains-là, pour que par la suite, on puisse faire une alliance avec des organismes de protection puis qu'on puisse les protéger à perpétuité. Madame la greffière nommait des différents éléments qu'on peut changer sur une maison, qu'on a le droit ou pas. On parle d'impact sur nos voisins, impact là, on parle d'impact sur la vie, là, on s'entend, sur la rivière, c'est une question d'imagination, je crois, d'y marcher et d'imaginer cette masse-là à ce lieu-là. T'sais, on a la belle église qui est éclairée, on a la croix, on a cet espace-là vert. À ce temps-ci, c'est magnifique encore. Il y a tellement à apprendre. Je nous souhaite de rester curieux parce qu'on a beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. Parfait, c'est noté. D'une passion ou d'une autre, puis c'est un projet que je ne comprends pas. Je vous remercie énormément de votre écoute. Merci. Merci. Frédéric Boyer. Bonsoir. En fait... j'avais un premier point pour remercier les deux conseillers qui étaient venus nous rencontrer à Arthabasca, qui avaient répondu aimablement et avec une certaine transparence à toutes nos questions. Dieu sait qu'il y en a eu. J'ai pas eu la présence d'esprit de faire un retour sur une chose qui avait été dite par M. Michael Provencher, qui, à la suggestion des gens qui étaient là, que la ville fasse l'acquisition de ce lieu-là, la sablière, donc, je parle, pour en faire une aire protégée, comme le suggérait la précédente personne. Puis on nous parlait ça coûte très cher d'acquérir ce terrain-là, et puis d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui suivraient. La question que je me posais, c'est, on a vu dernièrement un rappel par rapport à la Terre des Jeunes. Et je me demandais, quand on évoque l'état des finances de la ville de Victo pour faire l'acquisition de la sablière, quel était l'état des finances de la ville au moment de la création de Terre des Jeunes? J'imagine que vous ne pourrez pas me répondre là, parce que c'est une question peut-être un petit peu ciblée dans le temps, mais j'aimerais ça que le conseil de ville ou des conseillers nous reviennent là-dessus. Puis je me demande si finalement, c'est un peu comme tout projet d'ambition et de vision, il n'y a jamais de bon moment. Ça prend juste un moment de se jeter à l'eau et puis d'y croire. Donc, je veux juste adresser... ma question concernait l'état des finances, mais je veux juste adresser cette volonté qu'on ait un conseil et un conseil de ville qui soit aussi ambitieux que celui de l'époque où Terre des Jeunes a été créée. Voilà. C'était la seule intervention. Je ne peux pas vous répondre quant à l'état des finances de la ville à ce moment-là, mais on pourra regarder là, sans problème. Parfait, merci. En tout cas, M. le maire, ce qu'on peut dire, c'est
ça a été un don. Terre des Jeunes a été donné à la ville. Okay. Un peu comme le boisé des frères, exactement, aussi. Il a été donné, vous dites? C'était un don de M. Hamel, parce qu'il est propriétaire. Alors, on va souhaiter à M. Binette d'avoir la même générosité. Bien, c'est ce qu'on travaille, non pas pour l'ensemble du terrain, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à nous céder gratuitement l'ensemble du terrain, mais la moitié du terrain. Ça a été notre façon de travailler le dossier depuis le tout début, c'est d'obtenir en don du propriétaire la portion sud, puis de permettre un certain projet de construction sur la portion nord. Mais si on fait ça, on se retrouve à avoir un projet, non que je sois complètement contre, c'est juste que j'essaie de voir comment on peut faire cohabiter l'humain si proche de zones sensibles et quelle sera la vision de la ville si jamais vous allez de l'avant pour créer une zone tampon entre l'habitation et les écosystèmes. Parce que quand viendra le temps des maringouins, le temps des wawarons qui chantent à tue-tête au printemps, des castors qui font différentes constructions, à un moment donné, ça va être comme Quartier des Oiseaux où je me promène souvent au réservoir. Les castors se font délocaliser de temps en temps par le service de la faune parce qu'ils deviennent nuisibles. Donc, j'espère que vous allez être sensible à ça. Je tiens à vous rassurer, déjà la Ville est en action. Dans les dernières semaines, l'organisme de protection Canard illimité, qui est probablement le plus important organisme de protection en Amérique du Nord, s'est déplacé sur les lieux de la Sablière, plus précisément sur le terrain dont on deviendrait propriétaire pour nous présenter un plan de conservation, de remise en valeur des milieux naturels. Et la Ville de Victoriaville a bien l'intention de mettre en œuvre ces recommandations-là. Donc, soyez sans crainte que la préservation, la mise en valeur, la protection du milieu naturel qui se situe plus près de la rivière, c'est notre objectif depuis le départ. Puis, c'est de cette façon-là qu'on aborde le projet parce qu'on pense que d'une façon, on va obtenir le terrain en don, comme il a été fait pour le Parc Terre des Jeunes à l'époque. Puis ça va nous permettre après de le protéger à perpétuité, ce sur quoi on n'a aucun contrôle si le propriétaire actuel demeure propriétaire de l'ensemble du terrain. Je ne pense pas qu'il va aller investir dans la préservation, la mise en valeur ou même l'amélioration de la biodiversité de ce secteur-là, chose que nous, on va pouvoir faire puis qui est important. Puis on juge que on aura fait un gain dans ce dossier-là, même s'il y a un projet qui se construit sur la portion nord du terrain. Merci pour votre réponse. Ça fait plaisir. Gilles Labrosse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a 2 ans, près de 2 ans, soit le 19 décembre 2022, la COP 15, qui réunissait les gouvernements de 188 pays à Montréal, se concluait par un accord historique par lequel tous les pays signataires s'engageaient à lutter contre la perte de biodiversité, à restaurer les écosystèmes, à protéger les droits des populations autochtones, à stopper et à inverser la perte de la nature, notamment en mettant sous protection 30% des écosystèmes dégradés d'ici 2030. Le gouvernement du Canada a signé cet accord. Le gouvernement québécois, lui aussi, s'est engagé à protéger 30% de notre territoire dans l'ensemble du Québec d'ici 2030. Dans quelques jours, on ne sera plus qu'à 5 ans de l'échéance de l'immense espoir qu'a suscité au niveau mondial cet engagement historique pour pallier à la crise mondiale de la biodiversité. Je rappelle, comme tantôt M. le maire le fait, parce que je m'en rappelle moi aussi, qu'en octobre 23, notre M. le maire annonçait
la protection de 60 hectares, donc un peu moins de 1% de notre territoire total. Comme l'administration municipale actuelle répète souvent qu'elle est un leader du développement durable, j'aimerais savoir si c'est savoir à combien de pourcentage le territoire de Victo est-il actuellement protégé? Parce que le 30 % que l'ONU, auquel on est arrivé à l'ONU avec 188 pays, c'est pour que la vie continue sur la Terre. Donc, c'est le respect du vivant. Alors, ma question, mon premier petit A, c'était combien le pourcentage qu'on est rendu à Victo? C'est quoi les plans de municipalité pour être à la hauteur des engagements qui ont pris par les autres paliers du gouvernement, au niveau fédéral et au niveau provincial? Et pour terminer, évidemment, la protection de la sablière, d'Arthabasca et son écosystème complet, est-ce que ça offre pas une excellente occasion de se rapprocher ici à Victo des objectifs qui sont fixés mondialement, puis auxquels on pourrait nous autres prétendre aussi à Victoriaville? Voilà. Monsieur Labrosse, j'ai moi-même participé aux consultations du gouvernement du Québec en lien avec l'objectif de protection de 30 % du territoire, en compagnie de plusieurs organismes de protection et d'intervenants du milieu de l'environnement. Ça s'est déroulé à Québec. Puis s'il y a un constat qui émanait de toutes ces tables rondes-là qui avaient lieu cette journée-là, c'est que le fameux 30 % de protection ne devait pas se faire à l'échelle des municipalités locales. Ça devait être une planification sur l'ensemble du territoire québécois pour s'assurer d'avoir les meilleurs corridors de connectivité pour la faune, la flore, puis inévitablement le meilleur 30 % qui serait protégé. C'est très difficile de demander à une ville, voire même à une MRC, comme Victoriaville ou la MRC d'Arthabasca, où l'on a 60 % du territoire qui est agricole à Victoriaville, puis on en a 95 % qui est agricole à l'échelle de la MRC, de protéger 30 % du territoire. Si on protège 30 % du territoire, on fait quoi? On dit à des cultivateurs que leur terre, ils ne peuvent plus la cultiver parce qu'on vient de la protéger? Ou à Victoriaville, il reste juste 40 % qui est urbanisé. On vient faire quoi? Dans le 40 % qui reste, on en protège 30 %? C'est impossible à Victoriaville ou dans la MRC d'Arthabasca de protéger 30 % du territoire. Donc, la référence à laquelle vous faites mention sur la protection de 30 % du territoire québécois, il est actuellement analysé par le gouvernement du Québec. Il est déjà en avancement parce qu'il y a déjà des terres qui ont été achetées par le gouvernement du Québec. Il y a des offres qui ont été faites à des propriétaires pour protéger leur terrain. Mais ce qu'on fait au niveau municipal, ça contribuera assurément pas en grande proportion aux 30 % québécois, voire même, on ne réussira pas à protéger 30 % de notre territoire à Victoriaville. Il y a peut-être des municipalités dans le nord du Québec, en Abitibi ou ailleurs, qui vont être en mesure de protéger 30 % de leur territoire, mais dans un territoire agricole comme le nôtre, ça n'arrivera jamais. Mais c'est d'autant plus important de protéger les milieux, les seuls milieux naturels qui nous restent. Voilà, ça, c'est important. Ville de Victoriaville, ça, premièrement. Labrosse, et deuxièmement, c'est aussi le fait que vous référez à quelque chose où le ministère de l'Environnement a commencé à bouger là-dessus, mais ils ont fait protéger à peu près 11 % d'abord du territoire, mais dans le coin de Chibougamau. Hein? Alors, c'est pas, il reste du vivant dans ce coin-là, mais c'est moins intéressant que ce qui reste dans le sud qui n'est pas encore protégé. Ça, c'est important. Cette superficie-là, qui est la sablière d'Arthabasca, il y a beaucoup, c'est très riche au niveau. Puis il y a une étude d'ailleurs en 2014 de la ville de Victoriaville, faite par des firmes de biologistes professionnels, qui disait comment tout ce qui entoure la sablière, parce que la sablière était déjà, disons, assez affectée par tous les remblais puis les voyages de terre qu'il y avait eu là, mais qui montrait comment c'était avec un haut potentiel au niveau de la diversité puis de la richesse de la biodiversité. C'est une étude de 250 pages. D'accord. Comme c'est dommage. Merci.
Audrey Caron. Bonsoir. Puisque nous avons désormais que la Ville n'a commandé aucune étude indépendante pour connaître l'impact du projet Havre-Sacré-Cœur sur les milieux environnants, je viens ici ce soir pour demander si c'est possible de le faire avant de prendre une décision sur le projet. Est-ce possible de consulter des biologistes et ou des experts en biodiversité pour savoir si la construction de 300 logements dans la sablière d'Arthabasca aura des impacts négatifs dans le boisé des Frères qui appartient à la Ville, dans les marais adjacents que la Ville souhaite protéger, sur la portion sud de la sablière que la Ville souhaite acquérir et dans la rivière Nicolet. Ces milieux ont tellement d'importance pour les Victoriavillois. Pouvez-vous faire ces démarches sérieuses avec des experts indépendants, compétents, puisque vous n'avez pas cette expertise dans votre conseil municipal ni dans votre équipe de fonctionnaires? Puis en fait, à cette question-là qui revient souvent là, par rapport aux fameuses études, faut convenir du cadre de responsabilité d'une municipalité. Puis là où nos responsabilités commencent, c'est en lien avec le zonage, en lien avec la permission d'unité d'habitation, en lien avec l'analyse, transport, implantation de bâtiments, gestion des réseaux d'aqueduc, gestion des réseaux d'égouts. On n'a pas, comme vous le mentionnez, à l'interne, des biologistes ou des spécialistes de l'environnement pour évaluer quelque projet que ce soit. Mais dans la répartition des responsabilités, c'est là où le gouvernement du Québec et son ministère de l'Environnement entrent en ligne de compte dans tout développement domiciliaire, quel qu'il soit. Dans le projet de la Sablière, il va devoir y avoir une entente promoteur qu'on appelle entre la Ville et le promoteur qui va venir paramétrer ce qui est permis. Une fois que ça va avoir été fait, le dossier va être transmis au ministère de l'Environnement qui, lui, avec tous ses spécialistes, ses biologistes, ses gens à mesure d'évaluer les répercussions environnementales, vont trancher à savoir si le projet peut voir le jour ou si le projet nécessite des modifications pour respecter quelconque contrainte environnementale. Donc vous ne voulez pas faire ces études, dans le fond, pour savoir si votre boisé des Frères va être impacté? Bien, on ne parle pas du boisé des Frères. Notre boisé des Frères, il est déjà protégé. Oui, mais la question, c'est plus, écoutez, vous ne voulez pas savoir si vous voulez faire une étude pour savoir l'impact que ça aura. Dans le sens, je comprends que tu ne construiras pas de bâtisse dessus, mais l'impact de la construction, tu ne veux pas savoir s'il va y avoir un impact? Tout ça est pris en compte par le ministère de l'Environnement. Mais pas par la Ville? La question, c'est oui ou non? La Ville ne veut pas faire ces études-là? Chacun ses responsabilités. Nous, on a nos professionnels en ingénierie, en infrastructure, en travaux publics, en gestion de l'eau. Puis des spécialistes en environnement, bien, sont dans le ministère de l'Environnement. Fait qu'on s'en dégage, puis on ne veut pas faire ces études-là, c'est ça? Bien, écoutez, si à différents niveaux, lorsqu'il y a des projets, la Ville devait elle-même engager ses propres experts toujours pour aller faire des expertises, ça n'en finirait plus, là. Tu sais, on a nos champs de compétences qui sont bien paramétrés, puis dans lesquels on exerce avec nos équipes les meilleurs services à la population qu'on peut. Puis dans le cas présent, comme c'est le cas, vous vous souviendrez dans le dossier des éoliennes, là, pour ceux qui sont là, la MRC d'Arthabasca a évalué le projet sur l'implantation sur son territoire, les différentes règles en vigueur, les retombées. Puis ensuite, tout le volet environnemental va être fait par le ministère de l'Environnement. Puis la MRC ne serait pas plus à mesure d'embaucher les différents experts pour faire toutes ces analyses-là. Puis ce serait du dédoublement parce que le ministère de l'Environnement va le faire. Donc, dans le dossier qui nous occupe, nous, on évalue avec les informations qu'on a selon le paramètre municipal avec lequel on travaille, le projet. Puis ensuite, on a confiance que le ministère de l'Environnement va faire sa partie de travail. Puis s'il y a des modifications à apporter au projet ou des compensations ou des réajustements dans la mise en œuvre du projet, bien, ils vont être faits. Puis le promoteur va devoir s'y conformer, sinon quoi, il n'y aura pas son autorisation de construire. Très bien. En terminant, finalement, est-ce que le promoteur peut construire jusqu'au bord de la rivière Nicolet? Vous avez eu un mois pour regarder les cartes, donc la réponse, c'est quoi? Non, il ne peut pas. OK. Il y a toute une zone inondable, il y a une zone humide. On a souvent parlé de la zone humide qui pouvait être compensable, la zone inondable qui ne peut pas l'être.
C'est bien de le rectifier, M. le maire, parce que vous avez dit depuis le début que vous voulez protéger la zone au sud, parce que s'il voulait, il pourrait construire jusqu'au bord de la rivière. Vous l'avez dit souvent. Donc, en fait, ce que vous voulez protéger, c'est la section que le promoteur ne veut pas, parce qu'elle est inondable, puis il ne peut pas construire dessus de toute façon. C'est un peu ça. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, déjà, on est allé sur le terrain avec l'organisme Canard Illimité, qui est un organisme de préservation, puis eux voient un potentiel de remise en valeur de ce secteur-là. Il y a des choses qui peuvent être faites qui vont améliorer la protection de l'environnement dans toute cette bande-là. Il y a des espèces envahissantes aussi. On parle toujours là, des bienfaits de la protection, là, mais il y a des espèces envahissantes qui ne sont pas traitées, puis qu'on va avoir un plan pour les traiter. Puis on pense que en étant propriétaire nous-mêmes de ce terrain-là, bien, on va être en mesure de mieux le protéger, de mieux le remettre en valeur, s'il se peut, avec les experts avec lesquels on va être en mesure de travailler. Mais vous n'avez pas d'experts en biologie, par contre. Fait que ça va être difficile de travailler avec... Mais c'est correct, merci, vous avez répondu à ma question, je vais laisser la place. Je viens de mentionner notre entente avec Nature Avenir, que vous connaissez déjà, puis notre entente à venir avec Canard Illimité. Nature Avenir, c'est l'organisme de protection de notre région. Puis Canard Illimité, c'est l'organisme de protection du Canada au complet. Donc, je pense qu'on a quand même des bons partenaires avec lesquels on travaille. Bonsoir. Comme vous le savez, certains y ont fait référence tout à l'heure. Lundi soir dernier, s'est tenue à notre demande une assemblée citoyenne avec messieurs Provencher et Casey, que je remercie encore d'ailleurs de leur présence. Lors de cette assemblée citoyenne à laquelle justement environ 45 citoyens et citoyens ont pris part, il y a un consensus qui s'est dégagé assez clairement, en fait très clairement, puisque c'est unanimement que ceux et celles qui ont pris la parole se sont prononcés contre le projet de Binette Construction dans la sablière d'Arthabasca. Au contraire, en fait, l'idée de protéger la sablière et même de la restaurer pour en faire un parc nature, dont Victoriaville serait fière, ultimement, a continué à faire son petit bonhomme de chemin. Et je vous rappelle d'ailleurs que c'était là ce qui était demandé par la pétition de près de 1400 noms environ, là, qui a été déposée en septembre, donc il y a déjà quelques mois. J'ai donc 4 questions en lien avec ça. Depuis lors, donc depuis la pétition déposée en septembre, est-ce que le Conseil de ville a tenu une discussion sérieuse sur la possibilité de créer effectivement un parc nature dans l'écosystème formé par le Boisé, la rivière Nicolette, les marais adjacents et la sablière? Est-ce que vous avez pris le temps de regarder l'ensemble du dossier, voir si c'était quelque chose d'envisageable? Première question. Deuxième, je les pose en bloc, puis vous pourrez me répondre après. Pourquoi n'avoir pas déposé un projet en ce sens auprès du gouvernement du Québec cet automne, puisque le gouvernement du Québec a lancé un appel de projet pour des aires protégées dans le sud, il ne s'agit pas du nord du Québec, là, dans le sud de la province, et qu'il y a 400 projets, lisait-on dans plusieurs articles dans Radio-Canada, qui ont été soumis. Alors, pourquoi la Ville n'en a pas profité pour soumettre un projet d'aire protégée, comme d'ailleurs mon collègue Gilles en parlait tantôt, parce que ça aurait pu effectivement nous permettre peut-être pas d'atteindre le 30 %, mais au moins de contribuer à notre juste part à faire en sorte que la province finisse par atteindre le 30 %. Je lis aussi, toujours sur les sites de Radio-Canada, qu'il y a un deuxième appel de projet qui est prévu pour 2027, toujours dans le cadre du même objectif, d'arriver à 30 %. Est-ce que la Ville ne pourrait pas s'y préparer sérieusement? On a du temps. C'est annoncé pour 2027. Quitte avant qu'il soit trop tard et que le projet soit complètement démoli et que la nature soit directement impactée. Excusez-moi, je sais que c'est pas tout à fait français, là, impacté dans ce sens-là. Alors, quitte à retarder quelques projets d'infrastructure qui sont prévus au budget municipal pour consacrer les sommes nécessaires à l'achat par la Ville de la dite sablière. C'est vraiment ce que les citoyens ont souhaité que la Ville puisse faire. Bref,
la Ville du développement durable, on n'arrête pas de le dire, acceptera-t-elle enfin de revoir ses priorités, de pas juste protéger le petit bout qui était inconstructible sur le bord de la rivière, de protéger l'ensemble de la sablière et ainsi de répondre à une mobilisation citoyenne et écologiste qui est, je vous le dis, de plus en plus grande. Alors, on aimerait que vous nous écoutiez et que vous preniez la peine, serait-ce qu'une fois entre vous, de regarder qu'est-ce qui est possible de faire en allant chercher de l'aide, justement, via ces projets-là. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Pourriez-vous envisager de le faire? Merci. Parfait. Merci pour les 4 questions que j'ai pris le temps de noter. En fait, bon, premièrement, pour la discussion en lien avec les parcs nature, c'est un mandat déjà qu'on a donné bien avant que le dossier de la Sablière devienne d'actualité, que celui de connecter nos grands parcs en partant du mont Arthabasca jusqu'au Boisé des Frères, toute la bande riveraine qu'on connaît, nous amenant, souhaitons-le, jusqu'au parc Terre des Jeunes. On risque d'avoir l'aboutissement de cette étude-là quelque part en début de la nouvelle année. Donc, on a bien hâte d'en prendre connaissance parce que, justement, il s'agit là d'un corridor de milieu naturel important pour la ville de Victoriaville, puis qui inclura assurément, si on est en mesure d'en faire l'acquisition, une partie de la Sablière. Maintenant, par rapport à l'appel à projet dans le sud, ça ne me dit rien, mais je vais vérifier avec nos équipes s'ils ont déposé quoi que ce soit ou sinon pourquoi ils ne l'ont pas fait. C'est quelque chose qui pourrait être fait. S'il y a un autre appel à projet en 2027, je vais les aviser de cela s'ils ne le savent pas déjà. Puis, pour terminer, la question de protéger ensemble la Sablière, puis vous semblez penser que la Ville est inactive dans ce dossier-là. Au contraire, là, quand je vous mentionne qu'on a des organismes de conservation qui se sont rendus sur les lieux, il y a la Sablière, oui, mais il y a aussi d'autres terrains à côté qui composent l'espace public que les citoyens utilisent, mais qui, soyons honnêtes, n'appartient pas aux citoyens et que n'importe quand, les propriétaires pourraient décider de mettre fin au passage, puis comme Victoriavillois, on perdrait tous l'accès à ces lieux-là naturels qui nous sont chers. Puis on veut sécuriser des ententes, non seulement avec la Sablière, mais avec les autres propriétaires de terrain pour qu'ils cèdent à la Ville ces portions de terrain-là, pour que la Ville, on puisse s'associer à des partenaires crédibles en protection de la biodiversité et mise en valeur de ces milieux-là. Quand on parle de mise en valeur de lieux naturels, c'est que vous êtes un groupe de citoyens qui êtes très sensibilisés, très informés par rapport à la biodiversité et sa protection. Mais pourquoi est-ce qu'une majorité de la population ne se rendrait pas sur ces terrains-là pour profiter de la nature, profiter de la biodiversité qu'on y retrouve? Mais souvent, si on veut que ça arrive, bien, il faut le mettre en valeur, il faut avoir certains tracés déjà définis, il faut avoir des activités d'interprétation qui vont venir expliquer c'est quoi les espèces qu'on y retrouve. Puis pour ça, bien, il faut une volonté municipale, puis il faut un projet d'ensemble à réaliser, puis c'est actuellement ça sur quoi on travaille. Donc, on met toujours l'emphase juste sur la protection de la Sablière dans son ensemble, c'est le seul élément sur lequel vous venez nous poser des questions à tous les mois, mais nous, on regarde de façon plus générale comment est-ce qu'on peut protéger à perpétuité ces terrains-là, les redonner à la population de meilleure façon que l'utilisation qu'on en fait actuelle, puis de remettre en valeur de façon plus significative la biodiversité qu'on y retrouve. Puis, au passage, bien, ça nécessite une entente avec le propriétaire actuel parce que ce terrain-là ne nous appartient pas. Le propriétaire ne veut pas le vendre, son terrain. Donc, l'option qui nous reste, c'est de trouver un partenariat qui coupe la poire en deux puis qui nous permet d'atteindre nos objectifs de protection, de remise en valeur de ce site-là, tout en lui permettant de construire. Puis, en toute honnêteté, on n'est pas contre la construction de logements sur ce site-là. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il en manque des logements à Victoriaville. Oui. Puis ce terrain-là, il est zoné blanc. Ce qui veut dire qu'il a déjà le droit de construire. Il est dans toutes les analyses qui ont été faites par la Ville comme étant une zone à construire.
Puis le propriétaire il en est conscient de ça, puis il veut le développer. Donc, si vous un coup que disiez qu'il y a ça, une partie du terrain qui va servir à des logements sociaux, déjà, il y aurait peut-être une plus grande part d'acceptabilité. c'est pas impossible. C'est pas Mais impossible qu'il y en ait. la raison pour laquelle nous, on vous parle de la Sablière, c'est qu'en ce moment, c'est la Sablière qui est sur le bord d'être développée par ce promoteur-là. Là. Mais si vous voulez inclure la Sablière dans un projet plus vaste, plus large, c'est pas nous qui allons nous y opposer, certainement pas. C'est ça sur quoi on travaille. Cela dit, on parle de la Sablière au complet et non pas juste de la petite partie dans le sud que vous allez protéger pour éco-blanchir la décision. Bon, ça, c'est vos propos. Continuer quand même avec 300 logements qui vont avoir un impact en fragmentant un milieu naturel, un écosystème. C'est ça, on dirait que la dimension que vous ne comprenez pas, que nous autres, on essaye de vous expliquer réunion après réunion, c'est qu'on parle d'un écosystème qu'on ne peut pas fragmenter en petits morceaux en pensant que ça n'aura pas d'impact sur le milieu environnant, sur le boisé des Frères qui vous appartient déjà et qu'on veut protéger. Donc, c'est ça l'idée. Alors, que vos spécialistes de canards limités viennent enquêter ailleurs, c'est très bien, mais qui regardent aussi l'ensemble de la Sablière, nous, ce qu'on vous demande, et c'est pourquoi on espère que notre ville finisse par nous entendre, c'est vraiment de se porter acquéreur. Il n'est pas à vendre en ce moment le terrain, d'accord, mais faites une offre intéressante. On a entendu dire de combien est-ce qu'il l'avait payé, là. Il y a moyen de faire une offre intéressante sans ruiner la ville. Il n'est pas payé trop cher. Merci. Merci. On a atteint la fin de la période de questions, de toute façon. Alors, je vous remercie pour votre présence, les questions que vous nous avez rapportées. On a atteint la limite de la période de questions. J'ai été le premier à lever, monsieur le maire. Comprends, mais le premier à laisser mon nom désolé. Mais les gens se déplacent pour Oui, mais vous vous déplacez de mois en mois aux séances d'information également. C'est les règles de la période de questions, puis on va les maintenir parce que sinon on pourrait dormir ici. Je vous remercie à tous ceux qui nous écoutaient à la maison. Je tiens à vous rappeler qu'il va y avoir une séance extraordinaire la semaine prochaine où aura lieu le dévoilement du budget 2025. Puis sur ce, je vous souhaite un bon congé des fêtes si on n'a pas la chance de se revoir. Merci tout le monde, bonne soirée.